que je suis rapporteur de cet atelier et je vais quand même laisser la paternité à Gilbert Neves, qui l'a animé avec brio. Qu'est-ce qui ressort en fait de cet atelier? C'est finalement le petit film qu'on vient de voir en est tout à fait une excellente illustration. La personne en situation de handicap doit rassurer sur sa capacité à rebondir et puis ses compétences et exprimer ses besoins. Ça, c'est quelque chose de très important qui est ressorti. C'est un acteur clé dans la relation qu'il entretient avec l'entreprise lorsqu'il est en demande d'emploi. Ce qu'on a vu d'ailleurs dans le petit film. Ensuite, toujours pareil, en tant qu'acteur, c'est donner envie à l'autre de venir vers soi. Là, je reprendrai, donc Jean-Baptiste est une vraie star aujourd'hui, on n'arrête pas de le citer, mais c'était finalement de prendre conscience, le handicap étant là, qu'il y a des préjugés associés. Donc donner envie à l'autre de venir vers soi, c'est en fait combattre ces préjugés. C'est les... Non, il me dit non. En tout cas, c'est dans les mains de la personne en situation de handicap, être conscience et actrice pour déconstruire ces préjugés. Et puis, donc, dernier aspect sur l'attitude influe l'attitude, c'est-à-dire qu'on est responsable dans la relation à l'autre. En fait, c'est une relation qui se fait à deux. Et donc, pour la personne en situation de handicap, c'est prendre sa part de responsabilité et non pas prendre les deux responsabilités, la sienne et celle de son interlocuteur. Et donc, en particulier, on revient au premier point, c'est pouvoir mettre en relation, dans l'ordre de l'entretien, illustrer ses compétences. Et tout ça, finalement, c'est aussi ce que fait ressortir un peu le reportage, c'est que ça s'appuie sur une estime de soi et une confiance en soi pour pouvoir mettre en avant ses compétences. Et je pense que le film l'a très bien montré par rapport à la personne qui fait l'entretien. Merci. Et enfin, le dernier atelier autour handicap, précarité, une double peine, anticiper l'inclusion, la prioriser. C'est nos collègues de Télé Carmonde là, qui font la remontée. On fait les porte-paroles, voilà. Donc la première idée forte. Dans les instances représentatives, on y est. On défend les personnes que nous représentons. On nous écoute parfois. Comment arriver à être dans le pouvoir décisionnel au plus haut niveau? La deuxième idée forte, c'était par rapport aux parents avec des enfants handicapés, c'était le besoin de formation des parents pour accompagner leurs enfants en situation de handicap. Les associations existent, les parents se prennent en main et on remplit le vide. La question c'est comment le monde institutionnel, comment aussi le monde de l'école peut relever le défi pour réellement accompagner ses parents et permettre aux enfants de grandir dans la meilleure situation. La troisième idée forte, la formation de l'ensemble de la société à accepter la différence, à construire avec elle et à partir de cette différence, les cadres dans les entreprises en particulier. Merci bien. Donc, comme tout à l'heure, la parole vous revient. Si vous avez envie de souligner un aspect, poser une question, enrichir. Serge, oui. Je voudrais simplement compléter mon intervention en vous disant que Cécile Sacomand a eu l'initiative de créer un petit document qu'on a remis aux participants à l'atelier. On a essayé de faire un état des lieux de toutes les grandes associations qui faisaient appel à des bénévoles pour savoir s'ils faisaient appel à des bénévoles à des personnes en situation de handicap. Donc on a fait un petit récapitulatif non exhaustif. On a surtout attaché de l'importance aux gens qui nous avaient répondu, principalement. Et donc on l'a remis à chaque participant. On en a encore quelques-uns. Si vous souhaitez l'obtenir, il suffira de le demander. Donc vous verrez que pour la plupart des grandes associations, on n'est pas forcément indiqué les
les associations de personnes handicapées. Par exemple, l'APF, on n'a pas marqué, parce que c'est tellement évident, hein, mais on a fait pour les grandes associations, nationales ou locales. Voilà, donc on aura quelques documents à vous remettre. Peut-être important aussi de rappeler que tout ce que nous disons et nous échangeons, tous les actes de cette journée seront consultables sur le blog des États régionaux de l'inclusion en Rhône-Alpes. On vous donnera bien sûr, à travers un message qu'on vous enverra prochainement, le lien pour aller sur ce blog, mais vous l'avez aussi sur la pochette d'accueil, sur la couverture, hein, vous l'avez le lien. Juste quelques jours, le temps de mettre les éléments en ligne, quoi. Des réactions dans la salle? Pardon, Thierry, excuse-moi. J'allais poser la même question. Est-ce qu'il y a déjà d'emblée des réactions ou des compléments? Oui, madame? Alors, ce matin, je touchais un mot sur les difficultés rencontrées dans les entreprises par les personnes en situation de handicap, et notamment quand elles accèdent à des postes de cadre ou des postes à responsabilité. Parce qu'on sait quand même, ne soyons pas trop angéliques, dans l'entreprise, la vie n'est pas si simple que ça. Il y a un certain nombre de sentiments un peu ambivalents qui se développent, hein, notamment dus à l'ambition, et sur qui se cristallisent les difficultés, sur la personne en situation de handicap qui est là, parce qu'on se dit, elle est la plus faible, elle ne va pas trop se défendre, donc voilà, c'est sur celui dont le handicap se voit et qui est présent que ça tombe. Alors, dans ces conditions, l'estime de soi, la confiance en soi, comment ça peut se développer? Est-ce que cela s'apprend? Moi, je dis que quand on est passé par les missions de représentation, par le bénévolat, effectivement, dans ce cadre-là, ça peut s'apprendre et se développer parce que on nous reconnaît dans le cadre des missions de représentation une expertise que nous avons acquise par l'usage, simplement parce que nous sommes des personnes en situation de handicap. Et là, effectivement, l'APF a été un peu précurseur en la matière, puisque c'est des personnes en situation de handicap qui, dès le départ, ont voulu construire une société, en tout cas montrer à la société ce dont ils avaient besoin pour vivre, se soigner, s'éduquer, travailler, etc. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet, parce que, comme je l'ai déjà dit, malheureusement, en milieu ordinaire de travail, on voit que la situation n'est pas toujours simple, elle est même souvent très difficile pour les personnes qui ont réussi à avoir un emploi, parce que, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, compléments? Oui. C'est aussi pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Je suis Gilbert Neves, je travaille à l'ADAPT et je suis chargé de développement. Et on a travaillé sur cette dimension attitude de la personne, attitude des personnes handicapées. C'était ce point-là, moi, qui m'intéressait. Et on a souvent tendance à s'approprier des situations qui ne sont peut-être pas forcément les situations que l'on croit. Alors, comment est-ce que je peux démontrer cela? Tout à l'heure, il y a une dame qui a dit qu'il y avait des profils de poste qui n'étaient pas du tout adaptés aux personnes handicapées, pour faire bref. C'est-à-dire que quand on regarde ce que recherchent les entreprises, c'est des postes parfois très compliqués par rapport au diplôme ou par rapport aux qualités que peuvent avoir les personnes. Je vous promets que c'est vrai pour tout le monde. Ce n'est pas vrai que pour les personnes handicapées. Les personnes qui sont valides également se retrouvent devant des profils de poste ils se disent où est-ce que je me retrouve dans cela? Et ce qui va faire la différence, c'est la rencontre humaine. C'est-à-dire ce qui va faire la différence entre le profil de poste qui est écrit et qui est très complexe et les qualités de la personne qui tendent d'aller vers cela mais qui ne sont pas tout à fait ce qu'attend l'entreprise. C'est la rencontre. C'est la rencontre entre le recruteur et la personne humaine, enfin la personne qui veut le poste. Et cette rencontre-là,
que ce soit une personne en situation de handicap ou une personne valide, ça reste une rencontre humaine. Et comme on le dit, nous, et c'est pour ça qu'on a abordé ce domaine-là, je crois qu'il y a vraiment un besoin de valoriser la personne et de retrouver effectivement cette estime de soi, parce que c'est ce qui fera la grande différence. Et cette estime de soi, alors comment on la travaille? Moi, je n'ai pas de données toutes faites et de choses qui fonctionnent du premier coup sur l'estime de soi. Je pense que ça se travaille tous les jours et bien sûr, c'est aussi dès l'enfance. Ce matin, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de ça, c'est-à-dire que dès notre prime enfance, le travail qui est fait sur l'estime de soi, elle va aussi vous faire évoluer dans ce sens-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est toujours une relation humaine. Et c'est en cela qu'il faut regarder les choses en premier. Et pas se dire c'est en rapport au handicap, c'est en rapport à cela. Parce que finalement, on le fait souvent, ce raccourci. Et je vais même dire qu'on le fait tellement souvent et tellement fortement que finalement, on finit par le voir. Et j'ai même des personnes parfois qui ont des handicaps invisible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas leur handicap au prime abord, et on devine que c'est une personne handicapée parce qu'elle le montre d'elle-même, tellement c'est évident pour elle. Donc c'est pour ça que je veux dire, il y a quand même un travail à faire là-dessus. Je sais très bien que ce n'est pas tout rose, je sais très bien qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et que l'entreprise, c'est un monde très compliqué. Mais sincèrement, je crois quand même au rapport humain et c'est vraiment une rencontre de personnes. Et en fait, je pense que le film illustrait complètement ce que vous dites, c'est que ce n'est pas le monde de l'entreprise forcément qui va pouvoir développer l'estime de soi et la confiance en soi. C'est quelque chose qui couvre tout un tas d'activités sociales. Le sport, la personne en question ici, elle faisait du sport. Le sport, c'est aussi un vecteur de confiance en soi et d'estime de soi. Autrement dit, je pense qu'il ne faut pas faire porter à l'entreprise la seule et unique source de confiance en soi. Au contraire, je pense qu'effectivement, c'est un milieu d'évaluation. On a vu contraint, donc c'est pas forcément là qu'on va développer de façon forte l'estime de soi et la confiance en soi. Donc c'est d'autres acteurs, d'autres champs. Et ce que vous évoquiez sur le bénévolat, bien sûr, je pense que c'est une source, mais ça n'exclut pas. Je suis bénévole du réseau des réussites de l'ADAPT et en même temps, je travaille. Donc, non, j'ai un emploi, pardon. Donc, c'est pas du tout exclusif. Donc, c'est vraiment de se dire, ce qu'on a voulu évoquer, c'est le fait que pour aller vers l'autre, pour cette rencontre humaine dont parlait Gilbert, ça demande, en sous-jacent derrière, d'avoir une confiance en soi et une estime de soi. Et le problème que j'entendais dans votre témoignage, mademoiselle, il y a peut-être un peu de ça derrière. C'est-à-dire comment je traduis, moi, est-ce que j'ai vraiment les compétences pour exercer le poste? Ça peut renvoyer, à un moment donné, à vous avez des gens qui seront, pas de souci, capables, ils vont dire oui, je peux tout prendre, etc. Et peut-être que la personne en situation de handicap qui se connaît mieux, qui est aussi consciente de ses limites, qui a expérimenté des situations de difficulté, elle sera plus prudente. Mais quelque part, pour un recruteur, c'est aussi intéressant de se dire c'est quelqu'un qui sait se jauger, et donc qui ne se mettra pas en fait dans le mur. Voilà, c'est juste ce complément par rapport à la vie associative comme... Merci. Alors, 2 demandes de parole. Jean-Baptiste Thibon, puis madame, et puis ici, monsieur. Bonjour, je représente donc l'association AFOA. On parle finalement de beaucoup de choses, mais on ne parle pas finalement que les gens déjà ne savent pas rendre service. Entre avoir du travail pour gagner sa vie et avoir un salaire, ce qui est normal de toute façon pour payer ses factures, payer son loyer, et lorsqu'on voit arriver une personne handicapée, lui tenir la porte, ou alors lui laisser son siège, ou alors l'aider à porter ses courses, ou je veux dire, des petites choses comme ça, je dis ça ne mérite pas salaire. Donc c'est rendre service. Et les gens aujourd'hui ne savent pas du tout rendre service. On va parler pour le bénévolat. Les gens ne savent pas aider non plus parce que y a le regard des autres. Ils pensent toujours qu'en aidant les autres, les gens vont mal les juger. Alors que finalement, je veux dire, on peut aider sans que... Je pense qu'il y a différents types de réalités qui se côtoient. Oui. Voilà. Peut-être. Quand on travaille, c'est pareil. Je veux dire, à plusieurs reprises, c'est vrai que j'ai une maladie rare, donc je suis invalide à 80%. Ça ne se voit pas. J'ai tellement souffert par rapport à des méchancetés qu'on m'a fait dans le passé qu'aujourd'hui, je prends le parti finalement de rire de mes malheurs parce que je me dis que ça ne sert à rien. J'ai passé des années à pleurer jour et nuit. Je pleurais.
je me dis finalement ça n'a pas fait avancer les choses. Au contraire, il y en a beaucoup qui se sont amusés donc, de mes problèmes, de mon malheur, de ma misère. Donc maintenant, je prends parti finalement de rire. Et c'est vrai que moi, je me suis présentée à plusieurs reprises donc, chez des employeurs. J'ai pris tous les petits boulots que j'ai pu trouver. Souvent, je me suis retrouvée, ils m'ont claqué la porte au nez parce que c'est pas faute de ne pas avoir de diplôme. J'ai de l'instruction, je suis Bac+2. Et encore, c'est bien parce que je n'avais pas de diagnostic à ce moment-là que j'ai pu avoir un Bac+2. Parce que si j'avais eu un diagnostic, je sais très bien que j'aurais été mis en école spécialisée. On ne m'aurait pas laissé la chance donc, de faire des études. Mais les employeurs, j'arrive pas trop à m'exprimer, comment exprimer les choses. C'est souvent le fait que je paraissais peut-être un peu... pas une histoire de mur, mais peut-être que je faisais un peu plus gamine que les autres, qui dérangeait. Et c'est ça qui a fait la différence avec les autres personnes. Bien, merci de ce témoignage. Je ne sais pas comment exprimer. Jean-Baptiste, puis madame, puis monsieur ici. Merci Stéphane de m'avoir cité simplement par rapport aux préjugés. Parce que c'est hyper important. Un préjugé ne se combat pas, il se dépasse. On a tous des préjugés. Alors, certes, la majorité des personnes valides ont des préjugés sur les personnes handicapées. Mais les personnes handicapées, est-ce qu'elles ont des préjugés sur les personnes valides? Sur les entreprises, oui. Hein? Et non, mais là aussi, je réponds à l'estime de soi. Parce que c'est en dépassant aussi les préjugés qu'ont les personnes handicapées sur leur environnement que cela favorise l'estime de soi. Bien, merci, Jean-Baptiste. Merci. Madame. J'y vais. Merci. J'espère que je vais réussir à être claire parce que je voulais aborder le sujet sur une question de terminologie aussi. Rebondir sur la notion peut-être de l'attitude. On parle tous aujourd'hui énormément de personnes en situation de handicap. C'est une expression qui a notamment été introduite par la dernière loi sur le sujet du handicap et qui est fortement porteuse de sens puisque effectivement, je pense qu'elle a largement contribué à faire prendre conscience que dans le handicap, il y a aussi des aspects contextuels et que selon ce qu'on met en place autour d'une situation de handicap, il est possible peut-être de compenser les conséquences du handicap. Néanmoins, et je m'interroge, je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans un stade de confusion en termes de vocabulaire. Je ferai peut-être le parallèle avec ce que vous disiez sur le travail, l'emploi et l'activité. Parce que je pense qu'on peut être une personne handicapée et ne pas être en situation de handicap. Quand vous venez, en tant que personne handicapée, candidater pour un poste, ce n'est pas votre situation de handicap que vous venez de présenter. Ce matin, dans l'atelier sur le management et l'inclusion, le chef d'entreprise qui intervenait et qui faisait la remarque que nous, personnes qui accompagnons éventuellement des personnes handicapées vers l'emploi, on pouvait faire peur à un employeur parce qu'on dressait peut-être un portrait un peu sombre des difficultés qui allaient arriver avec le handicap. Là, j'ai entendu parler de situation de handicap par plein de personnes qui faisaient des interventions extrêmement brillantes et tout à fait pertinentes et que je ne trouvais pas en situation de handicap dans leurs interventions alors qu'elles sont des personnes handicapées. Voilà, je voulais vous livrer cette réflexion aussi. Je pense que les deux terminologies de personnes handicapées et personnes en situation de handicap, on en est à tel stade. En plus, je crois que j'ai entendu une personne tout à l'heure qui a dit personnes handicapées qui s'est repris en disant non, personne en situation de handicap. Ben non, on peut être personne handicapée. Enfin,
il me semble qu'il y a deux notions différentes sur ces aspects-là. Et en parlant de représentation, de stigmatisation, ça peut participer à entretenir ce genre de phénomène. Serge, oui, un petit mot. Bonjour, donc, je m'appelle Christian Roche, je suis atteint de surdité sévère. Je voulais revenir au niveau c'est-à-dire de la sensibilisation qui est faite, c'est-à-dire dans la formation et pour tout le monde. Moi, j'ai eu un parcours, on va dire, scolaire très varié, puisqu'au départ, j'ai commencé par une école d'enfants sourds. Et puis après, comme je travaillais assez bien à l'école, du coup, on m'a mis en intégration scolaire, où j'avais à la fois du soutien scolaire et de la rééducation orthophonique. Et puis, bon, comme je me débrouillais bien, du coup, je suis parti d'un lycée pro en horticulture, où là, ça s'était très, très mal passé, puisque les profs avaient rien à foutre de moi, et puis les élèves aussi. Et puis, 3-4 ans plus tard, suite à un bilan, j'ai fait un BETEP, c'est un brevet d'état d'animateur et technicien et de l'éducation populaire. Et puis, avant de commencer cette formation, souvent, il y a quelqu'un qui est venu expliquer qu'est-ce que c'est la surdité. Il a expliqué les difficultés que je pouvais avoir. Et puis là, j'ai eu ma plus belle année que j'ai pu vivre avec les élèves et les profs. Tout le monde a fait des efforts avec moi. Et quand je repense à ça, je me dis que la sensibilisation est vraiment très importante. Et je trouve que c'est un peu dommage que dans la formation, que ce soit, c'est-à-dire dans l'éducation des enfants ou dans la formation professionnelle ou patronale, on n'aborde pas le handicap en général pour pouvoir brider un peu, c'est-à-dire les appréhensions et les peurs qu'il peut y avoir entre ces deux mondes. Le fait d'expliquer ça, ça peut rendre les gens plus conscients et de dire bah, tiens, j'ai embauché une personne sourde ou j'ai embauché une personne aveugle. Et que très souvent, quand ils embauchent ces personnes-là, finalement, ils ne regrettent pas de les avoir embauchées. Voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau de la sensibilisation. Très bien, merci. Donc, vous vouliez prendre la parole, Serge ? Oui, je voulais revenir, sans faire un grand débat philosophique, sur la notion de handicapé, personne handicapée ou personne en situation de handicap. Quand vous dites personne handicapée ou handicapée, vous mettez un timbre, vous collez un timbre sur l'enveloppe et vous dites voilà, c'est catalogué, cette personne est handicapée. Or, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes, dans le cadre de l'inclusion, eh bien, les obstacles se lèvent. Une personne est en situation de handicap s'il y a un obstacle. S'il n'y a plus d'obstacle, elle ne l'est pas. Si vous prenez, par exemple, je veux pas, prenez ce lieu, par exemple, une personne en fauteuil roulant n'a aucune difficulté à rentrer dans ce lieu-là et à venir prendre n'importe quelle place. Si la même personne va à l'Opéra de Lyon, elle comprendra la différence. Donc c'est pour ça qu'on tient à justement dire on est en situation de handicap, mais justement on veut tout faire pour que cette situation puisse disparaître. Mais je pense qu'effectivement, cette terminologie ou cette expression est effectivement importante parce que ça veut bien dire quelque chose d'être en situation de handicap. Mais associé, enfin à mon sens, associé à la notion de situation de handicap, il y a bien sûr un aspect contextuel, mais dans l'aspect contextuel, il y a aussi un aspect de moment. Enfin, ce que j'entends dans situation de handicap, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément constant. Et que donc, en tant que personne handicapée, on peut être en situation de handicap à un moment donné et ne pas l'être à un autre moment, ou l'être sur certaines activités et pas sur d'autres. Et je pense que les deux notions, ça me semble important de distinguer les deux notions. Et on peut être une personne handicapée et dire « je suis parfois en situation de handicap et parfois pas », mais le travers que je vois, et là ça m'est paru vraiment frappant parce que justement on a beaucoup parlé de situation de handicap. Or si on ne fait que de parler de situation de handicap, ça laisse à penser que la situation est permanente. Et là, retour en arrière sur personne handicapée. Si on, voilà.
justement, les états parler de l'inclusion, ça veut dire justement essayer de supprimer les obstacles, essayer de faire en sorte que la société supprime les obstacles et non pas seulement que les personnes handicapées fassent l'effort de franchir l'obstacle. Il faut, dans tous les domaines, les supprimer, ces obstacles. Essayer de les supprimer. Monsieur Puel le rappelait dans son propos, l'importance de la parole qui nous caractérise. Je crois qu'on n'a pas fini de prendre cette dialectique dans tous les sens. Pourvu qu'on en parle, j'allais dire, la question avance. Voilà. Une dernière petite remarque, Frédéric. Simplement, c'est pour rebondir sur la notion de situation, c'est clairement le fondement de la loi de 2005 et le fait qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, conscient de ça, fait en sorte que l'organisation ou les aménagements de poste, la situation de handicap disparaisse, en tout cas l'expression, et qu'on puisse, puisque l'entreprise est intéressée par les compétences, qu'on puisse permettre aux personnes d'exprimer ces compétences. Donc c'est bien la notion de contextuel, situationnel, qui permet justement de faire que l'entreprise, Ordinèvre, ouvre ses portes aux personnes en situation de handicap. Voilà. Merci. Je vois que d'autres voulaient la parole, mais là, on va être obligé d'arrêter. Je suis désolé. Il faut aussi qu'on essaye de tenir le timing. On remercie les animateurs d'atelier. Merci beaucoup. Merci, monsieur Larme. On a bien compris à travers l'expression rappelée ici qu'on a la possibilité d'avoir la main sur notre situation et sur l'évolution de notre situation. Mais il est bon d'en rire et on va laisser la place donc, au tas d'improvisation. Alors c'est à nous, du coup cette fois-ci on va prendre les micros si c'est possible, moi j'en ai un, merci. Attendez, alors attends, pardon. Bien, donc pareil, on a écouté, on a assisté ce matin, c'est plus simple comme ça, à 2 des ateliers en plein et on a écouté les restitutions et donc voilà. Ah d'accord, très bien. Alors, tout à fait. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. Bonsoir, bienvenue à Ça se discute, une émission aujourd'hui spéciale avec comme pour thématique bonsoir, attention je vais poser mon papier, bonsoir du travail pour tous, il y a du boulot, bonsoir, ce soir je reçois 5 invités qui vont nous parler de leurs problèmes, de leur vie, de leurs interrogations. Tout de suite, nous recevons Caroline Perruchon. Caroline Perruchon, bonsoir. Bonsoir. Caroline Perruchon, vous êtes comédienne, vous êtes intermittente du spectacle pour les acédiques et vous avez eu une découverte un jour absolument fabuleuse. Nous y reviendrons plus tard. À côté de vous, il y a Mireille Dacour. Bonsoir. Mireille Dacour, bonsoir. Mireille Dacour, vous êtes victime, vous, d'un handicap invisible. Oui. Nous en discuterons ensemble. Oui. Nous verrons un petit peu comment ça a influé sur votre vie. Tout à droite de ce plateau, ah non, elle s'est mise tout à gauche, excusez-moi. Il y a Daphné Erard. Daphné Erard qui est daltonienne et qui a eu une situation de handicap dans une journée qui parlait de situation de handicap. Vous, nous en parlerez plus tard. Et puis, vous avez, à la place qui reste, vous avez Odile Rasme. Odile Rasme, vous êtes handicapée à la retraite et vous nous expliquerez un petit peu le propos. Et puis, dernièrement, nous avons Germaine Rihanna Poudrier. Germaine Rihanna, voilà, vous êtes ici, vous, votre principal handicap, c'est votre prénom, Germaine Rihanna, et vous nous expliquerez comment cela vous a un petit peu mis en difficulté. J'ai envie tout d'abord de parler à Daphné Erard. Daphné Erard, alors... Daphné Erard, vous êtes là, vous avez un handicap invisible, vous êtes, vous êtes donc ici, reconnu à 72%. Alors, comment vous êtes reconnu ayant un handicap à 72%, comment ça se passe sachant qu'il est invisible? Alors, je vous comprends pas du tout, mais vraiment, j'ai pas compris en fait la question. Alors, vous nous expliquiez en loge, quand on discutait, que vous avez été... vous m'entendez, là? Oui, non, mais c'est juste, je sais plus qui je suis. Ah, vous êtes Daphné Erard. Daphné Erard, vous m'expliquiez en loge que vous avez été recrutée, vous avez eu une carrière absolument fantastique, pas un seul mois de chômage, et pourtant, vous n'avez jamais compris pourquoi vous étiez employée, et vous êtes sûr que c'est votre handicap qui vous a permis d'être employé. Est-ce que j'ai bien résumé la situation, Daphné? C'est bien compliqué. Oui, en fait, moi je me suis rendu compte, c'est le handicap invisible.
C'était moi, oui, alors, j'ai appris alors, que vous j'étais... venez de passer à 76% de handicap, là, en 2 minutes. J'ai appris, en fait, c'est juste que j'ai appris tout à l'heure que ma société est handi-accueillante. Du coup, comme j'ai fait la journée de recrutement, je me dis qu'en fait, c'est parce que moi-même, du coup, je dois l'être. Je ne le savais pas. Vous ne saviez pas. Je ne le savais pas, mais comme mon entreprise est comme ça, je me suis dit que le doute, je devais l'être. Et comme je veux faire partie de ce groupe, parce que je le trouve chouette, moi aussi, allez hop. Caroline Perruchon, vous êtes comédienne. Oui. Et vous avez vécu cette expérience incroyable. Alors aujourd'hui, en fait, je l'ai vécu ce matin. Ce matin, je suis passée devant l'hôtel de région, en fait, par hasard. Et puis comme j'ai vu qu'il y avait une journée, je me suis dit, tiens, il y aura un buffet. Du coup, je suis rentrée. Et alors là, c'est un peu la révélation. C'est-à-dire que j'ai assisté à plusieurs ateliers. Et je pensais être une personne valide. Et puis finalement, au fur et à mesure des choses, je me suis rendu compte que moi aussi, on me regardait un peu comme une bête de foire plusieurs fois. En tant que, du coup, intermittente, j'ai le statut, je suis chômeuse. Hein. Donc, souvent, on me dit, tiens, c'est pour les allocations sociales que tu fais ça, ou fainéante, va faire un vrai travail. Donc, on me traite un peu ce genre de choses-là. La paperasse, j'ai entendu, il y a des dossiers à remplir tous les ans ou tous les 2 ans. Moi, j'ai rempli un dossier tous les ans de renouvellement de statut. Donc, tous les mois, même tous les mois. Et tous les mois, vous déclarez, oui, je suis chômeuse. Voilà, vous du le coup, dites tous les mois. J'ai un peu le côté isolement, j'ai tout ça. Et donc, je me dis que, oui, je dois aussi, et en être fière et avoir l'humilité de donner ça. Je suis, finalement, je pensais être une personne valide, je repars en tant que personne handicapée et fière de l'être. Est-ce que, Caroline, on peut dire qu'une personne valide est une personne handicapée qui s'ignore? Mais oui, tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Autant Freud disait que nous étions tous névrosés. Moi, je pense qu'on peut clairement dire qu'on est tous handicapés. Et que c'est ça, effectivement, la norme et l'inclusion, ce sera pour les personnes valides après. Freud disait, Freud c'est bien gentil, Freud c'est un peu de la gnognotte. Il y avait Jean-Baptiste qui est un grand philosophe. Et Jean-Baptiste disait, et vous pouvez le noter, un préjugé ne se combat pas, il se dépasse. Oui. Monsieur Pell, vous en avez parlé tout à l'heure. Si vous avez des nouvelles, je voulais juste savoir quand est-ce qu'il rentrait. Alors là, nous sommes sans nouvelles. Sorry, excuse me. Yes. Moment, please. It's Bill Clinton. Yeah. Je suis là dans cette journée inclusion. Wow. Je viens vous dire. Juste pour vous dire. Oh, le micro marche à nouveau. Je voulais juste vous dire, il y a plein de positifs dans ma vie. Notamment, moi, je suis dyslexique et j'ai eu un très bon travail. Dyslexique, ça signifie que vous avez un problème avec le sexe. Exactement. D'accord, c'est ça. Que nous mettions bien les mots face aux bonnes définitions. Daphné Erard. Donc, excusez-moi, pardon, mais je suis d'accord pour toutes les... Mais moi, mon problème, en fait, il n'est pas là, c'est juste... Je cherche un atelier depuis ce matin parce que En fait, les pastilles de couleur, je ne les vois pas bien, je suis daltonienne. Voilà. Et du coup, moi, je cherche en fait juste l'atelier sur la bonne attitude. Tout à fait, qui était l'atelier jaune que Daphné voit en mauve. Alors... Allez expliquer à une personne en situation de handicap qu'elle a rempli un papier et qu'elle ne pourra pas se rendre dans son atelier à cause de son handicap, c'est quand même un peu compliqué. Odile Rasme, vous êtes handicapée à la retraite, puisque la terminologie du mot handicap a évolué au cours de ce siècle. Vous avez commencé en étant handicapé, avec le verbe être. Et puis, petit à petit, vous avez eu un handicap. Oui. Et puis vous êtes retrouvé finalement en situation de handicap. Oui. Et puis toutes ces situations de handicap ayant été levées, vous vous retrouvez aujourd'hui handicapé à la retraite. Oui, exactement. Du coup, je suis considéré comme valide maintenant. Et vous êtes considéré comme valide maintenant, c'est absolument... Alors, c'est-à-dire après une longue carrière dans le handicap, maintenant, non, voilà, je suis considéré comme valide. Alors je dois dire, ça me manque. Hein, voilà. Vous me disiez en coulisses, être valide, c'est un sacré handicap.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous me parliez de ces histoires dans le bus, ou dans les années 82, je crois que vous avez été tétraplégique un petit peu. Eh bien, les gens venaient vous voir, ils avaient un regard sur vous. Et ils me parlaient, moi, disons que puis j'avais plein de rapports avec... Enfin, je parlais avec plein de gens, avec les enfants venaient... Maintenant, ils me fuient. Avant on discutait, parce que je suis valide maintenant, donc du coup, ils me fuient. Vous êtes comme tout le monde, maintenant. Exactement. On ne vous remarque plus. Ah, je vois qu'il est bientôt l'heure de terminer. Merci d'avoir suivi ces... Ah, peut-être une dernière question. Oui, pardon. Bonjour, une dernière question. Excusez-moi. Dans l'atelier de ce matin, vous disiez qu'il faut exprimer ses besoins, sinon il y a peu de chances qu'ils soient satisfaits. Je voulais savoir si ça marche aussi dans nos couples, en fait. Parce que moi, mon époux me dit tout le temps, il faut que tu me dises, sinon je ne peux pas comprendre. T'énerve pas, je n'avais pas compris, tu m'as rien dit. C'est vrai. C'est vrai. Alors, votre époux vous dit également, puisque on se connaît, oui, chérie, je parle de toi. Oui. Très, très bien. Je te dis souvent aussi que tu es une femme au foyer, que tu devrais un petit peu plus souvent prendre en charge les tâches ménagères. D'ailleurs, j'aimerais être rémunérée pour ça. Oui. Je l'ai entendu que c'était possible tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Et on m'a fait comprendre que cela t'empêchait, ton statut de femme au foyer que je te donnais, t'empêchait de travailler. J'en ai conclu que j'étais ton handicap. Alors, c'est un petit peu compliqué à mettre à nu devant des spectateurs. Est-ce que nous avons des questions? Non, heureusement. Alors, merci. Merci d'avoir suivi ce débat. Merci du travail pour tous. Il y a du boulot, c'était le... Pardon, oui. Une question, du coup, comment ça se passe au niveau de l'atelier La Bonne Attitude? C'est trop tard. Voilà, il faudra revenir l'année prochaine. Voilà, il y aura des pictogrammes qui seront peut-être plus facilement compréhensibles. Du travail pour tous, il y a du boulot. Merci. Demain, nous travaillerons avec des victuailles pour tous. Il y a du goulot. Un autre débat, une autre journée. À bientôt. Un grand merci au Théâtre d'Impro. Je vous propose de les applaudir encore une fois, ils le méritent bien. Et Thierry, maintenant, on va arriver à la dernière étape de notre journée. C'était beaucoup de travail de préparation, mais on arrive au terme là. Hein, et peut-être que la diapo qui nous est projetée actuellement sous les yeux nous rappelle que tous les collègues là, des autres associations nous ont rendu un fier service en préparant avec nous cet événement des deuxièmes états régionaux de l'inclusion. Et si vous voulez bien, je vous propose de les remercier en les applaudissant très fort. Cela illustre bien qu'il faut être ensemble dans un collectif de travail pour traiter les questions complexes et néanmoins assez enthousiasmantes. Nous allons clôturer peut-être cet après-midi, le temps passe bien vite, par une prise de parole où on va demander à Marie-Odile Novelli, qui nous a rejoint au tout début d'après-midi pour les travaux, de venir à la tribune pour un petit mot de conclusion. Elle va nous rejoindre. Et ensuite, on va aussi donner la parole donc, à Jackie Piopi pour l'APF et puis à Régis Herbin, parce qu'il est de tradition maintenant, à la clôture des États régionaux de l'inclusion, d'envoyer peut-être la mise en perspective du sujet prochain. Voilà, donc Marie-Odile Novelli nous rejoint. En attendant que Mme Novelli s'installe, je vous rappelle donc que dans vos pochettes, il y a l'enquête de satisfaction. Merci de la remplir, ça nous rend toujours service. Mais il faut écouter Mme Novelli et les intervenants quand même. Hein. Mais je vous vois vous précipiter sur vos pochettes, c'est bien. Préparer cette évaluation, c'est important pour nous, pour encore mieux préparer les prochains états régionaux de l'inclusion. Merci de votre participation. Merci aussi de bien rendre votre badge à la sortie pour qu'il serve l'année prochaine. Mme Novelli, on vous laisse la parole. Et encore une fois, on vous remercie pour l'accueil que le Conseil régional nous favorise pour toute cette journée. Je vous remercie beaucoup. Je vous rassure tout de suite, je n'ai absolument pas prévu de conclusion. Bien. On est sur la fin de la présentation et c'est vrai que c'est toujours très drôle hein, d'avoir cette distance avec humour et je félicite les comédiens.
Il y a eu des choses extrêmement intéressantes qui se sont dites. Hein. Je pense que je lirai, enfin je regarderai avec intérêt le contenu des ateliers auxquels je n'ai pas assisté, sauf à la fin, hein, comme je l'ai dit ce matin. Il y a des choses quand même à creuser. Je crois que les pistes, comment dire, non, je vais rien vous dire de plus que ça. Je vais céder la parole à des gens qui ont plus à dire que moi, en vous souhaitant un rendez-vous l'année prochaine, peut-être pas dans ces lieux, nous verrons, mais en tout cas, nous nous reverrons l'année prochaine au moins pour la suite de ces états de l'inclusion, états généraux de l'inclusion. Merci beaucoup. Merci encore donc, pour cette excellente logistique, ce lieu symbolique. Et puis au passage, on peut signaler que la région a invité tout le monde pour le déjeuner de midi quand même. Voilà. Merci. La parole à Jackie. Nous venons de vivre une belle journée citoyenne. Nous avons pu repérer ensemble des tremplins pour l'inclusion. Je crois que nous pouvons dire dès à présent que ces deuxièmes États régionaux de l'inclusion en Rhône-Alpes sont riches en témoignages, en constats et souligner les évolutions que nous voulons donner à notre société. Ensemble réunis, chacun avec nos domaines de compétences. Je souhaite vous remercier vivement pour votre participation active et plus particulièrement nos partenaires avec lesquels nous avons construit cette journée. Vous pouvez les reconnaître sur la diapo à l'écran derrière moi. D'ici quelques jours, le comité de pilotage se retrouvera pour faire le bilan de ces deuxièmes États régionaux de l'inclusion et préparera un document de communication présentant les constats et engagements de cette journée. Vous pourrez accéder à ces documents en consultant le blog des États régionaux de l'inclusion en Rhône-Alpes, dont les coordonnées sont sur la couverture de la pochette, comme Jean-Luc vous l'a dit. Nous souhaiterions que ce support sensibilise encore plus largement tous les acteurs qui peuvent agir pour faire avancer l'inclusion de la région. Afin de réaliser le bilan de cette journée, nous vous invitons à remplir l'enquête de satisfaction. Je répète encore ce que vient de dire Jean-Luc. Dès demain, nous souhaitons engager une nouvelle thématique avec l'ensemble des partenaires concernés. Nous vous informons dès à présent des prochains états régionaux de l'inclusion que nous pourrions planifier pour fin 2014 ou début 2015, à la veille des 10 ans de la loi du 11 février 2015. Nous proposons les États régionaux de l'inclusion sur la thématique de l'accessibilité universelle. Et là, je laisse la parole à M. Herbin. Oui, alors, accessibilité universelle, c'est un grand mot, c'est assez nouveau. On parlait surtout d'accessibilité jusqu'à maintenant simplement. Mais c'est un enjeu énorme, en fait. On ne parle pas, bien sûr, d'accessibilité universelle sans parler de conception universelle. La définition a été mise en place par la Convention internationale des droits de la personne handicapée. C'est tout simplement la conception de tout aménagement, produit, équipement, programme ou service qui puisse être utilisé par toute personne, sans nécessité d'adaptation. Ce qui est fondamentalement différent de la notion actuelle d'accessibilité qui est essentiellement centrée sur la notion d'adaptation de l'espace. Et ça, bien sûr, pour les gens, quelles que soient leurs différences, physiques, mentales, sensorielles, intellectuelles, cognitives, d'âge, de sexe, de culture, sociale, etc. Donc c'est vraiment pour tous. La conception universelle, elle est définie aujourd'hui, elle est reconnue au plan international, donc c'est ce terme qu'on va de plus en plus utiliser maintenant. C'est aussi 7 principes, en gros. D'abord, une utilisation égalitaire des choses, une flexibilité d'utilisation de chaque usage, une utilisation simple et intuitive, une information perceptible par tous, une tolérance à l'erreur pour chacun, effort physique minimal, et aussi des dimensions, des espaces libres pour l'approche, l'utilisation de chaque objet, de chaque équipement.
c'est pas grand-chose, vous me direz, mais c'est assez important. Parce qu'au-delà, c'est en fait la question du respect du droit des personnes handicapées. À son AG de 2006, les Nations Unies ont défini qu'il s'agissait de promouvoir, protéger et assurer la dignité, l'égalité devant la loi, des droits humains, des libertés fondamentales des personnes en situation de handicap. Bien. Donc ce n'est pas que les personnes handicapées. Je pense qu'on a bien compris ça aussi aujourd'hui. Mais si c'est un droit pour les personnes, pour les usagers, c'est avant tout un devoir pour les professionnels. Et c'est de ça dont il sera question à ces prochains états généraux, c'est effectivement comment les professionnels assument leurs devoirs. C'est autre chose. Aujourd'hui, la loi a fixé la date du 1er janvier 2015 pour rendre notre société accessible à tous. Je crains, je suis peut-être le seul, mais je crains qu'on n'ait pas complètement atteint les objectifs dans un an. Pourquoi? On peut se poser la question. Aujourd'hui, c'est vrai que cette législation est encore perçue comme une contrainte. Elle est appliquée comme de simples recettes de cuisine. Je dirais aussi que c'est une véritable machine à gaz. Et les professionnels disent aujourd'hui quelle est cette législation qui handicape notre créativité. Et on a aujourd'hui des lobbies qui se montent pour faire supprimer cette législation. Donc, je veux dire, il y a de grands enjeux aujourd'hui là-dessus. Elle est aussi considérée comme un véritable surcoût, et c'est la raison pour laquelle beaucoup disent qu'il faut la supprimer, parce qu'elle coûte trop cher à la société. Et c'est là le grand changement qu'il va falloir s'appliquer, c'est de montrer justement que c'est vraiment pas ça. Aujourd'hui, je précise quand même qu'il y a un an à peu près au salon salon Urbaccess, pardon, à Paris, l'Ordre des architectes a avoué clairement qu'il ne savait pas faire pour appliquer la législation. C'est quand même 8 ans après la promulgation de la loi, c'était un petit peu tard. Ils ont donc signé une charte avec les principales associations représentant les différents types de handicap, dont l'APF, bien sûr. Et cette charte, ils ont décidé donc de travailler dessus et ont reconnu, et ça a été annoncé donc il y a maintenant 3 semaines au Salon Batimat à Paris, où l'Ordre a annoncé avec nous et l'APF et les différentes associations qu'ils allaient prendre en main donc la situation en orientant leur démarche sur le développement de la qualité d'usage pour tous, et que c'était l'axe qui allait être développé, ce qui est un grand pas en avant aujourd'hui dans la profession. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que la loi n'a rien changé aux habitudes de nos professionnels. Vous allez me dire, mais il y a pas mal de choses qui ont été faites. Bien sûr, il y a des choses qui ont été faites. Mais les habitudes des professionnels n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'ils sont quelque part toujours dans la réparation. Même dans le neuf, ils continuent à concevoir comme avant et ils se disent à un moment, ah, tiens, il faut que je pense à l'accessibilité, et on est déjà en train de réparer des plans alors que les bâtiments ne sont pas encore construits. On voit bien à quel point c'est mal positionné, puisque du coup, effectivement, ce sont des surcoûts. Les gens considèrent que c'est des prothèses architecturales qui viennent handicaper l'espace et qu'on est dans un cercle vicieux parce qu'on est encore trop centré sur le handicap. Donc l'enjeu va être vraiment, la loi c'est une étape, mais son inclusion dans les pratiques professionnelles, c'en est vraiment une autre. L'enjeu est donc maintenant de passer à un stade de prévention. On peut dire, d'après ce que j'entends, que pour la commodité d'usage pour tous, il y a du boulot. Oui. C'est le thème donc des prochains États régionaux. Voilà. Je voulais faire la transition pour que Jackie puisse conclure, peut-être. Oui, mais de toute façon, j'en conclue là. C'est-à-dire que l'enjeu, ça va être de prévenir, de passer dans une phase maintenant de prévention, développement d'un confort pour tous, de la sécurité pour tous. Donc le thème des prochains États généraux de l'inclusion, l'accessibilité universelle, ne sera pas simplement l'occasion de faire le bilan sur l'avancement de la loi, mais au contraire de mettre en place des pratiques, des process qui vont permettre enfin de mettre en place une société à la fois solidaire, mais aussi, je dirais moi, qui va être rentable socialement et économiquement, parce que si on prend en compte le handicap dès l'origine dans les aménagements, on n'aura pas à le payer et le prendre en charge tout au long de la vie de chaque personne. Jackie, pour terminer, peut-être? Voilà sans doute des rendez-vous
qui ne vous laisseront pas indifférents. En attendant de les préparer et d'avancer ensemble vers une société plus inclusive, nous vous souhaitons un bon retour et une bonne soirée. À très bientôt. Et je rajoute, risquons l'impossible. Il n'y a pas que du boulot, il y a de l'espoir. Là, j'arrête. Non, non, laisse.